Monsieur Frey, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste en art du Japon. En quoi cela consiste-t-il? Alors l'art du Japon on regroupe pas mal de spécialités, comme par exemple les estampes japonaises, la porcelaine, les netsuke, les laques, et aussi l'art samouraï, qui est un peu une spécialité que j'ai fait dernièrement. Quand vous dites dernièrement, ça fait... Je me suis surtout spécialisé dans ce domaine à mon arrivée dans cette galerie, c'est-à-dire il y a maintenant une quinzaine d'années. Ce n'est pas récent. Oui, non, c'est pas récent. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à l'art du Japon en particulier, par exemple la Chine ou d'autres pays d'Asie? Alors je dois dire que ma spécialité, ma grande spécialité surtout à la CNES, c'est l'art du Japon, mais je m'intéresse aussi à tout ce qui est art asiatique en général, l'art de la Chine, l'art de la Corée, l'art du Vietnam. Mais en fait, le Japon, c'était après un voyage au Japon, j'ai eu un peu une révélation et c'est comme ça que j'ai commencé cette spécialité en fait. Quels sont les critères que vous utilisez lorsque, par exemple, vous faites une expertise d'armure? À quoi pensez-vous? Il y a énormément de détails dans l'expertise d'une armure. Tout d'abord, étudier la matière, c'est-à-dire quelle matière a été utilisée pour fabriquer l'armure. Parce que dans les armures anciennes, il existe des armures en cuir ou en fer naturel, en fer laqué. Déjà vérifier la matière. Dans les copies, il y a des armures en résine, en aluminium. Bon, à l'œil, en général, quand on est un peu spécialiste, on le voit tout de suite. Mais il y a quand même beaucoup de détails à vérifier, et particulièrement si l'armure est en suite, parce que ça peut être des armures composites qui ont été constituées par divers éléments, etc., etc. Donc il y a énormément de critères à évaluer pour authentifier une armure. Y a-t-il beaucoup de copies? Oui, il y a beaucoup de copies. En fait, il y a beaucoup de copies qui ont été fabriquées à partir du moment où les samouraïs ont disparu. C'est-à-dire que la disparition des samouraïs, c'est à l'époque Meiji, donc à partir de 1868. Et à partir de cette époque, on a commencé à fabriquer des armures qu'on considère maintenant, en tant que spécialiste, comme des copies. Et actuellement, on fabrique encore des armures. Donc, à partir de la fin du 19e, on a fabriqué des armures qui jusqu'à même dans les années 50 et encore maintenant, on fabrique des copies d'armures. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots d'une de ces armures qui sont à côté de vous? Oui, alors par exemple, la plus intéressante et la plus importante en termes de qualité et de valeur, c'est celle-ci, qui est une armure de daimyo, puisque on sait, enfin j'ai l'historique de la personne à qui ça a appartenu. C'est un daimyo qui s'appelait Watanabe Mototsuna, qui régnait sur un fief dans la région d'Osaka. C'est une armure qui est en fer. Le masque est signé d'un forgeron assez réputé qu'on appelle Neo Masanobu. Et le reste de l'armure est en fer. Il y a des parties en fer naturel, comme les côtés, c'est-à-dire les manches, et des parties en fer laqué. L'intérêt de cette armure, c'est qu'elle est parfaitement en suite, c'est-à-dire que tous les éléments sont d'origine. Alors après, bon, il y a des caractéristiques très spécifiques, comme par exemple le casque qu'on appelle le Sujibashi. C'est un casque avec des crêtes, constitué de 62 lamelles qui ont été rivetées les unes aux autres. Donc ça, c'est une des caractéristiques des casques, c'est de vérifier la fabrication. Il peut y avoir 20 lamelles, 24, 32, et souvent le maximum, le plus rare, c'est des casques avec 120 lamelles qui ont été rivetées les unes aux autres. Donc ça, c'est des chefs-d'œuvre, parce que c'est vraiment une technique très, très complexe. Alors après, on regarde le type de masque, ce qu'on appelle le mempo. Après, on regarde la manière dont ça a été lacé. Vous avez différentes techniques de lassage, ça c'est ce qu'on appelle le sugake odoshi. Ici, par exemple, c'est du kozane, c'est pas le même lassage. Voilà, donc il y a beaucoup de détails qui rentrent en ligne de compte pour la fabrication d'une armure. Derrière vous, il y a une sorte de masque qui représente un animal, quelque chose? Oui, alors ça c'est vraiment une pièce rare, puisque c'est la première fois que je vois ça. J'en ai jamais vu avant, et j'en ai pas encore vu d'autres. Et en fait, c'est une tête de marionnette de bunraku. Il y a un théâtre au Japon, il y a différents théâtres. Il y a le kabuki, le no, et il y a le théâtre de marionnettes qui s'appelle le bunraku. Et ça, c'est une tête de renard qui est un dieu à la fois maléfique et bienfaisant, puisqu'il règne sur la récolte du riz. Donc il y a des temples qui sont érigés au nom de ce dieu Inari, le renard. Mais là, en l'occurrence, c'est un personnage d'une pièce de bunraku qui est en fait la tête du renard à 9 queues. Ce qui est intéressant dans cette marionnette, c'est que moi, j'appréhende l'objet en tant que tête de marionnette de bunraku, mais il y a énormément de gens qui ont vu, parce que j'ai fait
des publications sur Instagram, il y a énormément de gens qui ont vu cette tête, particulièrement le jeune public, qui ne voyait pas du tout la tête de Bunraku, mais voyait la tête d'un personnage de manga, qui est en fait Naruto. Alors, tout le monde connaît Naruto. Moi, personnellement, je ne connaissais pas, mais tous les gens qui ont vu cette marionnette, pour eux, ça évoquait Naruto, qui est donc un personnage de manga. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai constaté, c'est quand on fait une recherche sur Internet sur un objet, sur un personnage, une légende, un nom de samouraï, vous faites une recherche, vous allez, dans 99% des cas, tomber sur un personnage de manga. Donc tous ces personnages, tous ces objets, etc., ont été repris beaucoup dans la manga, dans la bande dessinée japonaise actuelle. Ouais, c'est la tradition qui... Voilà, alors faut espérer que ça pousse les jeunes à s'intéresser à l'art en lui-même, mais c'est pas évident. Parfois, ça reste limité au manga. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir expert à la Chambre? C'est-à-dire que moi, j'en ai fait mon métier il y a maintenant une trentaine d'années. Qu'est-ce qui m'a poussé à être expert à la Chambre? C'est des conseils de confrères qui m'ont dit « Tiens, tu devrais passer l'examen pour devenir expert ». Et j'ai dit « Oui, pourquoi pas, ça peut être intéressant. C'est toujours intéressant de faire partie d'un groupe d'experts ». Est-ce que vous vous rappelez la première émotion esthétique que vous avez eue par rapport à l'art japonais? La première émotion esthétique, je pense que c'est dans la première vente à laquelle j'ai participé en tant qu'acheteur, une vente d'estampes japonaises. En l'occurrence, je pense que ça a été un peu le déclencheur. D'abord, ça a été ma première visite à l'hôtel des ventes de Drouot, où là, ça a vraiment été une révélation pour moi. Après, dès que j'avais un moment de libre, j'y allais. À l'époque, j'étais enseignant, donc ça me permettait de pouvoir y aller régulièrement. Et la première émotion esthétique, c'était sur les estampes japonaises, oui, sans aucun doute. Une œuvre en particulier? Non, pas une œuvre en particulier. L'ensemble de ce qu'étaient l'estampe japonaise. Pour moi, ça a été très impressionnant d'aller dans une vente, de voir les experts. Et pour moi, je me suis dit, ça, c'est vraiment ce que je veux faire. Et donc, ça a été vraiment un révélateur. Et la première vente à laquelle j'ai participé, c'était donc une vente d'estampes japonaises. Une vente où il n'y avait que des estampes japonaises. Et c'était en 1981. Et depuis, maintenant, on ne voit que très peu de ventes spécialisées en estampes japonaises, alors qu'avant, il y en avait très régulièrement. Donc ça veut dire que la source est un peu tarie et tout est dans des collections, dans des musées, et c'est difficile. Et c'est un peu aussi ce qui m'a fait évoluer dans l'art japonais, c'est que je n'arrivais pas à trouver de bonnes estampes, ou alors c'était inabordable. Je chinais beaucoup à l'époque, et ne pouvant plus trouver de bonnes estampes, j'ai un peu évolué en achetant des objets, de la porcelaine, des netsuke, etc. etc. C'est un peu ça l'évolution de ma carrière. C'est une belle histoire. Vous vous souvenez du nom de l'expert de la vente? Ah oui, c'était Guy Portier. La famille Portier, qui sont depuis 3 générations. Donc il y avait Guy Portier qui tenait encore le bureau d'experts, et il y avait son fils qui l'assistait, qui était Thierry Portier. Et vous lui avez posé des questions? Non, je n'aurais jamais osé. Pour moi, c'était... Mais par contre, je me suis vraiment dit, tiens, ça, c'est vraiment ce que j'aimerais faire. Voilà, c'était vraiment... Vous organisez des ventes publiques aussi? Maintenant, oui, en tant qu'expert, oui, j'ai participé plusieurs fois à des ventes publiques, dont une vente d'estampes japonaises il y a 2 jours. Et c'était vraiment étonnant parce que c'était une très grosse collection, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une grosse collection comme ça. Monsieur Frey, merci. Merci.